C'est un peu tordu. Ouais. Voilà, c'est bien. Sûr. J'ai rien. On va toucher la table. J'ai plus la table. Alors. Après la pelote, je dirais, mais la vote, en fonction des actes, ton cœur va être emballé par ça. Je m'explique. La plupart des gens pensent dans la vie que pour te donner quelque chose, alors encore faut-il au préalable avoir un sentiment d'amour pour toi. Comme je t'aime, je pourrais te donner. Donc si je t'aime pas, je te donne pas. Ça c'est la lecture classique de la relation humaine. Et qui va trouver des fois même des relations dans lesquelles finalement même des parents vis-à-vis des enfants, compte tenu du fait que les enfants ne fonctionnent pas comme on voudrait qu'ils fonctionnent, fait que comme tu ne fais pas ce que je veux, bah, je suis pas prêt à te donner. Ouais, je te donnerai rien. Tes résultats ne sont pas au beau fixe, donc je te donnerai rien. Est-ce qu'on croit en fait? Et le maître du mariage dit la chose suivante, il non, pas comme ça que ça fonctionne. Donc je dis, c'est pas l'amour qui implique le don, mais c'est l'inverse. C'est comme tu donnes, tu aimes. Plus je donne, plus j'aime. Moins je donne, moins j'aime. C'est une relation directe. Alors je donne des tonnes d'illustrations par rapport à ça. Notre maître du Moyen-Âge qui s'appelle Rabbeinu Bechaye fait cette remarque incroyable. Il dit, mais c'est quand même bizarre que Hachem, Dieu, a créé les hommes avec une supériorité intellectuelle colossale par rapport aux animaux. On est infiniment plus intelligent que les animaux. Et on est infiniment moins fort et moins agile que les animaux. Pourquoi Hachem d'entrée de jeu ne nous a pas créé avec cette supériorité intellectuelle que nous connaissons et en même temps une supériorité physique? Qu'est-ce qui a empêché Hachem de nous donner cette supériorité physique par rapport aux animaux? Je vous donne un exemple. Combien de temps met un chat pour apprendre à marcher? Un château. Tout de suite, immédiat. Combien de temps met un poulain pour marcher? Quelques minutes. Combien de temps met un Bambi pour marcher? 1 heure pour Walt Disney. Mais sinon, c'est immédiat. Ouais, c'est immédiat. C'est immédiat. Ouais. Ça, c'est combien met un enfant pour marcher? C'est immédiat. Ah non, merci. C'est immédiat. Ah non. Non, c'est vrai. Les premiers pas, le nourrisson, il fait tout de suite. Tout de suite, ouais. Immédiat. Ouais, vous êtes Tunisien, là. Non, c'est médical pour le coup. Vous l'avez fait? Non. Non, Marcher. C'est médical. Marcher. Non, il marche pas. Ah non, 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 d'accord. Tester les réflexes. Non, non, non. Marcher. Je parle de marcher. Marcher. Minimum 9 mois. Je peux répéter, minimum 9 mois pour marcher. Apprendre à marcher, vraiment marcher. Un chaton marche. On ne tient pas, il marche. Oui. Il est autonome. Autonomie du chaton tout de suite. L'enfant met à peu près 1 an. Et encore, au bout d'1 an, il titube. Il ne marche pas. Il titube, oui. Maintenant, pourquoi Hachem ne nous a pas créé directement? Alors peut-être pas Usain Bolt à la naissance, c'est un peu compliqué à attraper, mais on le dit très bien, tu te lèves, tu marches. Quel est le problème? Pourquoi Hachem n'a pas... Alors, on est habitué à ça, mais pourquoi Hachem n'a pas fait ça? Ouais. Réponse. Il nous crée un handicap physique à la naissance, de façon à ce que le papa et la maman s'occupent de l'enfant, qui fait que plus tu t'occupes de lui, tu lui changes les couches, et tu lui donnes à manger, et toutes les 3 heures, le sein, pendant la nuit, il n'y a pas de truc, une montre Rolex parfaite, l'enfant, ouais, qui fait que tu lui donnes, et plus tu lui donnes, plus tu l'aimes. Hachem était donc, au final, intéressé à créer un type de relation entre une mère, un père et son enfant, infiniment plus forte, plus intense que celle qui existe entre une chatte et un chaton. Il existe une relation, il y a des sentiments, mais très rapidement, la chatte peut se séparer du chaton sans trop grandes effusions de Kleenex. Oui, c'est l'ordre des choses. Oui, y a pas... Maintenant, regardez un petit peu les liens qui sont tissés entre un enfant qui habite à Melbourne et une mère qui habite à Los Angeles, à quel point elle sera toujours dépendante du coup de fil de son fils et vice-versa. Combien d'hommes sont capables, par exemple, de faire des personnes, je connais des personnes qui sont totalement à l'abri au niveau financier, qui ont des centaines de millions d'euros, qui sont encore dans ce système pour aller faire des coups. Vous savez pourquoi? Ils ont 50 ans, des gens qui sont totalement à l'abri pour plusieurs générations, juste pour décrocher leur coup de fil et dire à leur père, papa, tu sais quoi, j'ai fait encore un coup. Pour obtenir encore à l'âge de 50 ans l'approbation d'un père qui va dire, ah, mon fils, bravo, bravo, ouais. Ce bravo du père, il coûte à cet individu une sorte de mise en œuvre quotidienne pour aller faire encore dénicher des coups, que la personne est totalement à l'abri. C'est inédit, ça, c'est parce que Hachem était intéressé à créer des relations extrêmement fortes entre les êtres humains, et donc il nous a créé avec un handicap de base.
Ça, c'est ce qui se passe. Je vous donne des illustrations aussi encore très justes par rapport à ça. Tu as mis en place le détecteur de tomates. Il n'y a pas de tomates. Okay. Vous savez pourquoi en général, je dis bien en général, une mère aime plus ses enfants qu'un père. En général. Ouais, je donne un exemple très clair. Moi, je vois le quotidien. Ouais. Un enfant se blesse, il va voir son père, tout juste il fait attention. Ah, t'as mal au doigt, moi aussi j'ai mal au doigt. Ouais, moi aussi. Sa mère, ah, tu coupes pas là, Yanni. Ouais, il commence, ah, mon fils s'est coupé. Oui. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence? Il y a une seule raison à cela. C'est pas féminin masculin, c'est une seule raison. C'est qu'une mère l'a portée pendant 9 mois. Pendant 9 mois, elle est dans un système de galère croissante, le crescendo de la galère. Ça commence par, en général, dans les 3 premiers mois, une pénibilité avec des envies de rendre assez régulières. Et puis après 4 mois, ça commence à être un peu plus lourd. À 5 mois, on commence à avoir les crampes à 3 heures du matin. Une crampe au mollet. Ouais, aller gérer une crampe d'une personne qui dormait, qui d'un coup se réveille avec une crampe. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Ouais. Et après, on va en crescendo. 8e mois, 9e mois. Quand j'étais en Israël, mon épouse avait fait pour mon premier enfant, on avait fait donc, des cours pour apprendre à respirer. Oui, pour expulser le bébé, il faut apprendre à respirer. On ne peut pas savoir ça comme ça. Donc les sages-femmes qui apprennent. Et le gynécologue qui avait mis les cours en place, il avait demandé à voir les maris. Alors on avait dit, nous les maris, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ça veut dire, c'est pas nous qui allons respirer, comme dirait notre ami Pierre Desproges. Lorsque une femme est en train d'expulser, son mari lui tient la main et il se sent soulagé. Ouais. Donc c'était pour le petite blague. En tout cas, le gynécologue avait réuni tous les maris en disant voilà, je veux juste vous dire une chose. Lorsqu'une femme arrive au 8e mois, elle a pris en général, donc le bébé il fera à peu près 3 kilos, bon an mal an à peu près. Maintenant, ce qui est autour du bébé, c'est à peu près 10 kilos de plus. Donc elle est à peu près entre 10 et 15 kilos. Elle a pris 10 ou 15 kilos de plus. Toute femme normalement constituée. Les 15 kilos, ils sont tous concentrés devant. Ça aurait pu être réparti de façon harmonieuse. Non, c'est tout concentré devant, ouais, et au niveau du bassin. Maintenant, il va dire, allez, vous faites un exemple. Vous prenez un sac à dos à la maison et vous mettez 10 litres de lait. Le litre de lait. Et vous mettez pas le sac à dos, mais le sac à ventre. Et je vous demande, il nous a dit, montez un escalier. Un escalier. Ouais, on a fait ça, et c'est épuisant. À dos, c'est facile. Et encore 10 kilos, c'est pas mal, 10 kilos. Mais avant, c'est une folie. Il dit voilà, les femmes font ça du matin au soir. 8e mois, 9e mois, non-stop. Ouais. C'est-à-dire que tout ça, c'est l'énergie. L'énergie, pourquoi? Qu'à partir du 5e mois, l'enfant fait des galipettes. Quand il naît, ouais, l'enfant, ouais, la femme, elle est là, il sort. Oh, comme elle est mignonne, comme il est mignon. Objectivement, il n'y a rien de plus moche qu'un bébé. Tout fripé, tout chauve. Pourquoi elle dit, mais il est tellement beau, elle a tellement donné qu'elle aime, c'est l'illustration directe. Tu as tellement donné que tu peux que l'aimer. Par définition, tu l'aimes. Tu as donné, oui. Les maris pourraient rattraper ce décalage de 9 mois. Alors, vraiment, vous savez que tout ce qu'on a, ce qu'on appelle une maladie que personne n'arrive à comprendre. Donc, un médecin au monde, il y a une thèse qui devrait sortir sur Nature par rapport à ça. Ce qu'on appelle le principe de la surdité chronique de minuit à 7 heures du matin après la naissance. Qui fait que le mari se lève tout guilleret le matin et dit mais je t'aborde chez moi, que Dieu bénisse mon fils, ma fille. Elle fait ses nuits il n'y a pas une semaine, magnifique quoi. Les gens racontaient que c'était n'importe quoi. Et puis la femme avec des cernes jusqu'au menton. Non, pas du tout, depuis 3 heures. Ouais, épuisée, exposée. Alors, dans la modalité aujourd'hui, les gens accusent le fait que les maris s'occupent de plus en plus des enfants. C'est une erreur. Ils disent ouais. Les maris à l'ancienne disent ouais, mais mon fils, tu t'es totalement monté dessus. Ouais, tu changes des couches, où est-ce qu'on a vu ça? Tu fais des vaisselles, où est-ce qu'on a vu ça? C'est faux. Je dis que c'est faux, pourquoi c'est faux? Parce que c'est fondamental. Un père qui s'occupe aussi de façon factitive de l'enfant, pas simplement qui attend la couche intellectuelle pour lui enseigner les maths ou je ne sais quoi, la géopolitique, mais qui est capable aussi d'aller taper un ballon avec lui, de s'occuper de lui, petit à petit, il donne à son enfant. Ouais, changer une couche, c'est pas très agréable pour personne. Et le partage qui s'appelle les femmes pour les couches et les maris pour le foot, ouais, c'est pas un partage qui est pas très intéressant parce que le foot c'est rare, les couches c'est régulier. Donc on a tout intérêt à changer les couches parce que petit à petit on crée un lien avec l'enfant qu'on le veuille ou pas. Tu donnes. Ouais. Ce que je dis, donc c'est maître du Moyen-Âge, ouais, c'est vérifié par beaucoup de maîtres du Moyen-Âge. Il y a un qui a compris ça. Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Ouais, il avait une petite robe rose qui peaufinait comme ça. Puis donc il arrive devant un parterre de roses. Et puis tout à fait déçu, il dit mais je me croyais riche d'une fleur unique et je ne possède qu'une rose ordinaire.
Ça et mes 3 volcans qui m'arrivent au genou. Alors le renard va lui enseigner, mais non, c'est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. Il répète, c'est le temps que j'ai passé pour ma rose qui fait que ma rose est si importante. Il prend conscience que tout ce qu'il a fait pour protéger sa rose, pour l'arroser, pour la protéger des chenilles, pour protéger du vent avec sa cloche, ouais, et ben, petit à petit il a donné. Alors il revient devant ce parterre de roses qui sont toutes identiques à la sienne. Il dit, mais vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous, vous êtes comme était mon renard, un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami. Il est maintenant pour moi unique au monde. Ça veut dire cette relation d'unicité, tu l'as quand ce que tu donnes. Tu ne donnes pas, tu n'as aucune unicité. Tu es devant une sorte de multiplicité de roses qui sont toutes identiques, il n'y a rien qui a été créé. Le don, par définition, crée quelque chose de tout à fait inédit qui s'appelle l'amour. Le sentiment que le petit prince ressent par rapport à sa rose, c'est exactement le sentiment que nous tissons dans la quotidienneté de la vie, lorsque tu es capable de donner de façon gratuite. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Torah a mis en place un système de la gestion de la sexualité entre l'homme et la femme. Ce qu'on appelle les lois de pureté familiale. Il y a de façon périodique une partie, plusieurs jours par mois, dans lequel un homme et une femme sont totalement séparés au niveau physique. Aucune possibilité d'intimité conjugale, mais pas simplement l'intimité conjugale. Aucun bisou, aucune enlaçade, rien au niveau physique. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile à mettre en place, mais je dis que c'est quelque chose d'extraordinaire à mettre en place. C'est pas facile, ça se travaille, mais c'est quelque chose d'absolument inédit. Je m'explique. Il existe une différence essentielle dans l'approche de la relation de couple entre l'homme et la femme. On va bien insister là-dessus. Un homme n'est pas une femme, contrairement à cette idée de pour tous. Il n'y a pas de tous. Un homme est fondamentalement différent d'une femme. Je ne l'ai pas vu encore, mais il y a un reportage qui est sorti sur Arte, sur une étude qui a été faite en Norvège, par rapport à tous ces CNRS qui fonctionnaient avec des études. Enfin, ils essaient donc de démontrer qu'en fait, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Toutes les différences qu'on connaît, c'est des choses qui ont été finalement acquises. Surtout qu'il y a une thèse qui est née depuis très longtemps, une thèse égalitariste, qui consiste à dire que finalement, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, si ce n'est la couche physique. Bon, il y a des couches physiques différentes. Mais sinon, le fait que les filles aiment les poupées et les garçons aiment les voitures, c'est totalement culturel. En fait, ça a été imposé par c'est-à-dire que finalement, les mères ont mis que des poupées aux filles, donc elles ont aimé les poupées. Mais c'est culturel, mais finalement, on mettrait un homme et une femme dans une île déserte. Eh ben, un homme pourrait tout aussi bien aimer les poupées. Bref, donc il y a une thèse énorme qui a été mise en place comme ça. Il y a un chercheur qui a fait une recherche. Il dit, mais ça c'est la pensée européenne, mais aux États-Unis on ne pense pas comme ça. Et il a démontré par A plus B que c'est du n'importe quoi. Alors à la fin de cet entretien, donc il faut que je le voie, j'ai pas tout vu, mais enfin, ils interrogent un psychologue et il dit, mais je comprends, mais réfléchissez un peu, dit le psychologue. Ouais. L'homme est profondément différent de du physique de la femme. Vraiment, tout les sépare, tout. Ouais, aucun rapport. Musculature, l'anatomie, la pilosité, des millions de choses. Vous pensez vraiment que pas que ça, la sensibilité, tout est différent entre l'homme et la femme. Apparemment, dit, mais vous pouvez imaginer que ça, tout est différent, sauf au niveau intellectuel. Le cerveau c'est le même, et puis d'un coup il y a une différence, mais c'est évident que c'est infiniment plus différent même au niveau du cerveau. C'est-à-dire, c'est une évidence, c'est une sorte un cercle yachar, une sorte de cerveau droit. Arriver à penser tout simplement qu'il y a une différence tout à fait majeure entre l'homme et la femme. Et donc il n'y a pas d'égalité. Ça donne quoi la non-égalité entre l'homme et la femme? Un homme, lorsqu'il regarde une femme, qu'on le veuille ou pas, est en général, dans son premier abord, obnubilé par la dimension physique. Ça commence comme ça. Il projette dans l'être féminin avant tout l'aspect dimension physique. Vous pouvez même faire un test si vous voulez. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, dans un bar, vous parlez à ces messieurs, et puis d'un coup débarque dans ce bar, vous êtes à une table, et puis s'assoit en face de vous une jeune femme qui débarque, qui a le sosie de Angelina Jolie. Sosie. Avec une grande Magen David, l'insigne de Tsahal et le Chai. La totale. Elle se met en face de vous, messieurs, et puis elle commence à faire les yeux doux. Incroyable.
sosie d'Angelina Jolie. Et puis petit à petit, on commence à parler. Et puis en parlant, vous vous rendez compte que cette Angelina Jolie, elle est, mais alors, plus que bête que ses pieds. C'est une gourde totale. Mais, ouais, c'est vraiment mais inintéressante au possible. C'est dans l'étanchéité, là? Dans l'étanchéité, quoi. Non. C'est quoi le rapport? Non. Ça arrive, ça arrive. Alors, cette jeune... on avait fait ce test avec mon épouse, avec un groupe de garçons. On pose la question. Concrètement, vous concrétisez pas. De façon unanime, les garçons disent, mais évidemment, vous concrétisez. On est loin, en tout cas. Comment? On aimerait, non, si elle propose. Si s'il y a une touche. Si elle propose, c'est qu'un problème. Mais non, t'es beau comme un... C'est pas la raison, c'est pas la question. En tout cas, cas de figure. Le même cas de figure avec George Clooney ou Brad Pitt, vous prenez l'icône que vous voulez. Oui. Magnifique, très jolie, tout ce qu'on veut. On l'entend parler d'une lourdeur incroyable, rustre, comme c'est pas possible. Je ne connais pas les bonhommes. En tout cas, ouais. Avec une David Arachai, concrétisé, la plupart des filles disent même pas en rêve. C'est une approche tout à fait différente. En deux mots. L'homme a une approche extérieure, une femme a une recherche beaucoup plus intérieure. Qu'est-ce que c'est l'intérieur? Elle projette chez son mari, avant tout, quelqu'un qui va lui apporter, si vous voulez, un réconfort. Faisez ce test. Qu'est-ce que ressent? On a fait ce test auprès d'un groupe de garçons et d'étudiants et d'étudiantes. Que ressent un garçon lorsqu'il prend sa fiancée par la main? Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Réponse au plan des garçons, le plan A, sachant qu'on ira de A à Z. Que ressent une fille lorsqu'elle prend la main de son fiancé ou qu'elle l'enlace? Elle ressent un sentiment de confort, de tranquillité. Elle ressent une satiété. Elle n'est pas en train d'imaginer le plan Z. Le A est suffisant, est largement suffisant. Il dit, mon ami, vous avez montré cette marque qui est incroyable, édifiante, des maîtres du Talmud. Il dit, mais regarde la différence anatomique au niveau génital de l'homme et de la femme. L'homme a un organe génital qui est extérieur et la femme a un organe génital qui est intérieur. C'est la transcription de la façon dont ils vont vivre les choses qui sont différentes. L'homme vit de façon extérieure, la femme vit de façon intérieure. Cette différence anatomique est révélatrice d'une dimension spirituelle en amont de ça. Ça veut dire qu'il y a une différence essentielle maintenant. Comment tu peux faire vivre deux personnes qui regardent, qui voient autre chose chacun? L'homme, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments, il y a des sentiments, mais ça suffit, ça pourrait suffire. La dimension, il y a une deuxième Gemara qui dit un truc incroyable, mais regarde, va observer dans les chouks, dans les marchés, c'est-à-dire dans les lieux de prostitution. Qui loue les services de qui? En général, sont des hommes qui sont prêts à acheter service d'une femme. Alors, il y a des exceptions, mais en tout cas, le général, c'est le principe de la prostituée. Ça veut dire qu'il est capable de se contenter que de la dimension physique. C'est ça, en fait, ce qu'on voit dans le marché, entre guillemets. Sous-entendu, ça, c'est l'homme dans son essence. Maintenant, c'est Hachem qui nous a créé comme ça. On a été créé comme ça. C'est pas quelque chose qui est... C'est pas un malin génie qui est à l'intérieur de nous. Notre structure, on va tout dire dans les versets, et comme ça, on a une structure qui est avant tout portée sur la matière. Maintenant, comment tu fais pour faire entendre, pour s'entendre, un individu masculin, un individu féminin? Mais c'est incroyable. Réponse, il faut petit à petit que l'homme apprenne le monde de l'amour, non pas l'amour physique, mais l'amour sentimental. La seule façon, l'unique et seule façon pour pouvoir être capable de dire à son épouse « je t'aime », sachant que ce « je t'aime » n'est pas un prélude à passer dans la chambre à coucher, mais c'est un « je t'aime » qui veut dire « je t'aime, un point, c'est tout », c'est de passer par une phase durant laquelle il n'a absolument aucune possibilité de contact physique avec elle parce que la Torah l'interdit, et malgré cela, il va tisser une relation. C'est à partir du moment où cet individu va tisser, à des moments où on bloque, on casse, si vous voulez, la dimension physique, ce n'est qu'à partir du moment où on casse cette dimension physique que l'individu pourra petit à petit commencer à engager un dialogue qui n'est pas un dialogue qui est intéressé, qui a une sorte de plan, stratégie, mais un dialogue qui s'appelle, voilà, on va tisser une véritable relation. L'accès à la dimension sentimentale passe justement par un moment durant lequel on met de côté momentanément, qui fait, et je vous le précise, qui fait qu'une fois qu'on arrive au moment qui s'appelle le Mikvé, le moment où les corps peuvent se retrouver, alors la dimension est infiniment plus extraordinaire, infiniment plus excitante. Parce que l'être féminin a eu une garantie pendant un certain nombre de jours
du fait que mon mari m'aime pour de bon. Et une fois qu'on a validé la dimension sentimentale, à partir de là, l'éclosion du physique est d'autant plus énorme. C'est ça qu'il faut bien comprendre par rapport à ça. Donc je dis que ce qui va permettre à un individu de donner, c'est être capable de donner gratuit. Comment tu peux donner gratuit si tu n'es pas systématique, étant donné qu'on est toujours un petit peu obsédé par la dimension du profit immédiat, c'est se mettre dans une sorte de stage régulier qui va te permettre petit à petit d'apprendre à donner de façon gratuite. Voilà donc une illustration de ce qui se trame au niveau du profit immédiat. Je me rappelle qu'il y avait... Pardon ? Il y a un autre moment aussi, on n'a pas cette dimension. C'est après l'acte. On n'a plus cette dimension, on attend quelque chose après. Et donc là aussi, on pourrait croire que ce qu'on va dire et ce qu'on va faire, ça va être quelque chose d'assez inintéressant. Après l'acte sexuel, une fois que le garçon a terminé, il se sent soulagé, il est content, tout s'est bien passé. Bah, à ce moment-là, il est inintéressé également, parce qu'il n'y a plus quelque chose d'autre, enfin, il n'attend plus rien d'autre de sa partenaire à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe comme on parlait de ce moment, de alors, 5 jours, de 12 jours, de la Mida, à ce moment-là aussi. Par contre, c'est quoi les commentateurs, les maîtres du Midrash posent la question suivante. Le Nachash, le serpent, est venu séduire Chava pour manger le fruit défendu. Demandent les commentateurs, mais pourquoi il parle à Chava et son ange protecteur, son mari, n'est pas là pour protéger cette incursion? Réponse des commentateurs, il est venu juste après l'union. Que faisait Adam? Il dormait. Il pionçait. Ça en dit long. Ça en dit long sur justement, comment dire, le danger de la dimension totalement consommation. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas passé par ce stage, effectivement, si on n'est pas passé par ce stage, alors évidemment, après, il y aura une possibilité, parce qu'il n'y avait pas que la dimension physique qui était intéressante, il y avait deux âmes qui étaient en train de se communiquer, et donc du coup, il y a un lien qui va en permanence perdurer, mais qui ne va pas s'arrêter, si tu veux, à simplement la fin de l'acte. C'est la nuance absolument essentielle. Donc c'est un problème qui est historique. Ça, c'est ce qui se passe donc au niveau du don gratuit. Je vous ai marqué ici, toujours par rapport aux différences essentielles entre l'homme et la femme, le verset. Pour savoir quelle est la différence entre l'homme et la femme, il faut voir quelle est leur constitution. J'ai marqué les deux versets. Le texte de la Torah dit la chose suivante. Que pour créer l'homme, on a été créé à partir de la terre, tout le monde le sait. La femme, elle, en l'occurrence, a été créée à partir de l'homme. Le maître de la Kabbalah, Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, fait la remarque suivante. Il dit que, fondamentalement, c'est dire que l'homme, c'est une sorte de produit qui naît à partir de la terre. La chose la plus matérielle qui existe, la phare, la poussière. Et donc, l'homme naît de cette Adama, de cette terre, on a créé un homme. C'est un produit. C'est un raffinement de la matière. On a raffiné la matière, on a fait un homme. Puis à partir de cet état de raffinement de l'homme, on prend la cote de l'homme, dit le texte, et on va édifier l'être féminin. Dit le maître du Harizal du Moyen-Âge, il est la frontière du Moyen-Âge, il était contemporain du Shulchan Aruch, donc on est à peu près au XVIe siècle. Il dit que ce qui veut dire que l'être féminin, c'est zikour, c'est une purification après une purification, c'est un raffinement après un raffinement. Vient dire le maître du Moyen-Âge, le Harizal, ce qui veut dire que l'être féminin est un être infiniment plus spirituel que l'être masculin, par définition, par constitution. Il n'y a aucun mérite par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme est plus spirituelle qu'un homme? Ouais. Ça veut dire la chose suivante. Deux illustrations, une illustration religieuse et une illustration non religieuse. L'illustration religieuse est la suivante. Je ne sais pas si vous avez connu des grands-mères, dans le monde Ashkenaz ou le monde Sfarad, peu importe, qui ne savaient pas lire en hébreu, qui ne savaient pas ce qu'est un sidou, qui ne savaient pas ce qu'est un petachia, ou qui n'ont jamais mis leur pied à la synagogue ni au Talmud Torah, et qui étaient capables, en plein milieu de leur vaisselle, je ne sais quoi, de lever les yeux au ciel et de parler à Hachem en arabe, ou en yiddish, de mettre les mains sur la mezouza, et de s'exprimer et de supplier Hachem avec une facilité déconcertante. Vous avez des arrière-grand-mères, vous, moi, c'est des grands-mères, vous, des arrière-grand-mères. Ouais, ça, cette faculté de pouvoir initier un wifi avec Dieu de façon tellement spontanée, c'est typiquement féminin. Nous les hommes, pour sentir une spiritualité de lien avec Dieu, on est obligé d'avoir un contexte. Ça veut dire d'abord on met notre armure, le téphili, le talit, dans une synagogue avec un chazan, à un moment spécifique qui s'appelle, alors pas le talit des téphili, mais la Neila de Kippour. Et là, waouh,
j'ai touché le 7e ciel, j'ai senti la présence de Dieu. C'est-à-dire, tu as un minyan, tu as des copains autour de toi, tu as eu même une petite blague pendant Mincha de Kippour, qui t'a un petit peu réveillé, donc du coup, tu es en top. Ouais. Mais me demander d'initier d'un coup une relation avec Hachem, c'est une prière extrêmement dure. Alors ça, je veux dire, ça c'est la dimension religieuse. Dimension non religieuse, dimension humaine. La femme est plus spirituelle. Rav Dessler dit en fait, c'est quoi l'indice de spiritualité chez l'individu? Comment tu peux avoir un baromètre de spiritualité? Qui s'appelle religieux, qui s'appelle pas religieux? Rav Dessler dit un truc décapant. Il dit c'est pas la barbe, c'est pas il dit voilà, ta relation par rapport au don gratuit. Plus tu es une personne qui est capable de donner de façon gratuite, plus tu es quelqu'un de religieux. Parce que la base de toute la spiritualité, c'est la faculté de donner de façon gratuite. C'est quoi l'idée? C'est que de la même façon qu'Hachem, lorsqu'il a créé le monde, disent les maîtres de la Kabbalah, il a fait ce qu'on appelle un acte de gratuité, c'est-à-dire que personne n'est obligé à faire quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle un acte de chesed. Lorsque moi, j'agis de façon gratuite, sans être mu par un intérêt quelconque, je suis simplement en train de me mettre en phase avec Dieu. Oui. Dieu a créé, c'est-à-dire que finalement, j'ai quelque chose de divin en moi. Si on n'avait pas palpé, alors imaginez-vous les rares fois où on a eu l'occasion de faire traverser un aveugle dans la rue. Tu te sens grand. Vous savez pas, vous sentez ce sentiment-là? Il t'a pas demandé. Tu l'as vu, mais il t'a pas vu. C'est comme Gilbert Montagnier, ouais. Mais tu le fais traverser. Et tu sens que tu as fait quelque chose de géant. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est gratos. Il te donne rien. Tu voulais même pas de louange par rapport à ça. Eh ben, ça, tu palpes ce qui s'appelle le don gratuit. Malheureusement, lorsqu'on est sollicité dans la vie, même au niveau financier par exemple, on est toujours avec des arrière-pensées. Les reçus CERFA à droite, les cadeaux qu'on te donne lorsque tu donnes à l'institution avec le tableau du donateur et avec les tfilotes au côté, ouais, qui fait que finalement, lorsque tu donnes, ouais, c'est presque un achat. J'achète 40 jours de prière au cotel, ouais. Et donc, on est rarement, quand tu fais des invitations par exemple, réfléchissons aux invitations qu'on donne, en général, on fait ce qu'on appelle du retour d'ascenseur. Ou bien la famille, parce que tu n'as pas le choix, c'est la chouma, sinon c'est la honte. Ouais. Mais quelles sont les invitations que l'on fait? Ce sont les invitations spontanées. Je t'invite pas, sans arrière-pensée, sans « Ah, il va pas inviter. » Vous voyez que la plupart du temps dans la vie, on fonctionne en troc. Rares sont les moments où on fait du don gratuit. Les enfants, c'est génial parce que tu donnes gratuitement. Tu changes des couches, c'est gratos. Ouais. C'est gratos, c'est-à-dire que quelque part, bon, tu es obligé de le faire, tu n'es pas obligé. Ah, c'est 4, il va te payer ta pension. Comment? Un de ces quatre quoi? Il va payer ta pension. Oui, mais je peux te dire. Ça dépend, Hollande ou pas, je sais pas, on verra quoi. Tu connais pas la suite. Donc, sur des rares occasions, le monde du don gratuit. Donc, je dis comme ça la chose suivante. Ils ont fait des études, ce qu'on appelle le concept des microcrédits, pour aider le tiers-monde, les pays dans la dèche, au Bangladesh. Bien son nom, le Bangladesh. Ouais, j'aurais dû s'appeler le Bangla fric, quoi. Ça aurait été mieux, ouais, Bangladesh. Ouais, Bangladesh. Alors, pour aider donc ce type de pays, au lieu d'envoyer dans des grandes structures, on va donner directement à l'habitant un crédit. Crédit de microcrédit. 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, c'est beaucoup pour là-bas, pour le Bangladesh. Ouais. Et on regarde ce que font les gens aujourd'hui, essayer de développer un entrepreneuriat. Ouais, créer quelque chose, une petite cellule dans laquelle vous allez faire des tapis, ou je ne sais pas quoi, faites quelque chose par rapport à ça. Ils se rendent compte que c'est beaucoup plus efficace. Alors, ils ont fait une étude assez intéressante. Que fait une femme lorsqu'elle reçoit 3 000 euros? Que fait un homme lorsqu'il reçoit 3 000 euros? Ils ont fait une étude, mais 80% des femmes vont consacrer immédiatement cet argent pour créer quelque chose pour sauver la famille. Pour la famille, pardon. L'homme commence par se saper. Mais c'est statistique, hein, je ne pas dans le monde religieux, ni juif. C'est statistique, c'est-à-dire qu'il commence déjà, on va déjà assurer les arrières. Il se sape, il a une dose d'argent qui arrive, première des choses, ouais. Mais regardez, c'est incroyable. On revient du boulot, ouais, on est affamé. Mais les hommes, c'est comme ça, ne vous inquiétez pas. On mangera avant de donner à manger aux enfants. On ne peut pas envisager autre chose que ça, c'est extrêmement dur. Une femme, elle meurt de faim, elle donne d'abord à ses enfants, mais après, elle s'oubliera totalement. Cette faculté du don gratuit, c'est ça l'illustration. Ça veut dire, puisqu'elle a un degré de spiritualité plus grand par essence, alors, à partir de là, elle sera capable de... Alors, maintenant, attention, c'est à double tranchant. Ça veut dire, si on t'a créé avec une sorte de potentiel supérieur par rapport à l'homme, on attend de toi que tu dévoiles justement, ça, la contrepartie, que tu dévoiles Dieu là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire, puisque tu as cette faculté d'être tellement en wifi avec Hachem, eh bien, on va voir comment tu es capable de mettre du Dieu à l'entrée de Shabbat, dans l'effervescence, on a allumé la plaque ou pas,
allumer avec zen les nérodes de Shabbat. Nous les hommes, heureusement qu'on ne fait pas ça parce que ce serait impossible. On le ferait avec des cris et des engueulades terribles, ouais. Elle va arrêter maintenant, arrive Shabbat, on allume les nérodes dans le zen le plus total, essayer d'initier quelque chose dans sa famille. On va lui demander à l'être féminin de prélever la chala. L'homme peut le faire aussi, mais c'est elle qui a pris ça. Pourquoi elle a répété ça? C'est quoi prélever la chala? On est dans le monde le plus matériel qui existe, dans la cuisine avec le kinou, le batteur à droite, les enfants qui crient à gauche. Puis d'un coup, tu vas prendre de la chala, tu vas faire un prélèvement et penser à Dieu à ce moment-là. Pour nous, c'est impossible. La cuisine, tu penses à manger un point, c'est tout. Intégrer Dieu dans la cuisine, c'est inédit. C'est inédit. Oui. Et pourquoi on te demande ça à toi? Parce que toi, tu es capable. Toi, tu as ce wifi facile, ouais. Donc, ces femmes qui étaient capables de mettre la main à la mezouza et de pouvoir s'épancher, pleurer en arabe, ouais, auprès d'Akadosh Baruch Hu, ça, c'est le wifi direct avec Hachem. Ça, c'est cette différence en question, tu vas tôt ou tard avoir à te. Comment dire, à pouvoir se lier à nous deux. On n'a pas la même façon de vivre la chose par rapport au don gratuit. On demande à l'homme de faire ce stage d'entraînement, ce bodybuilding, ce reset building mensuel qui va lui permettre petit à petit d'apprendre à donner. Et plus on apprend à donner, plus on aime, plus il y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place, qui fait qu'on a envie d'aimer, et donc il y a toute une cavalcade de choses qui se mettent en place. Je finis sur le troisième point, la gestion de l'impasse. J'ai marqué avant, juste à ça. C'est bien joli tout ce que je dis, mais comment je gère le fait que les défauts commencent à me casser les pieds? On n'est pas des anges, donc on se marie forcément avec une personne qui a une somme de qualité, une somme de défauts. Il y a, comment dire, une leçon à bien connaître. Changer le défaut de l'autre, c'est impossible. Si tu comptes te marier avec l'espoir de changer le défaut, on ne peut pas changer le défaut. On peut améliorer certaines choses, mais sachez bien une chose. Prenez par exemple un défaut comme l'égoïsme. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe à changer. Extrêmement complexe. On peut faire des efforts, on peut faire du forcing, mais c'est, je pense absolument... Dessler, Saint-Saint disait justement que c'est beaucoup plus facile de finir l'encyclopédie du Talmud que de changer un trait de caractère. Le trait de caractère, on parle des midot. On peut, ce qu'on appelle, faire du fine-tuning. On peut essayer d'affiner les choses, d'être beaucoup moins grossier. Mais changer du tout, c'est pas possible. Alors, quoi servent les défauts? Non pas à ce que je change mon partenaire, mais que j'utilise son défaut comme étant un tremplin pour moi. Je donne un exemple. Une femme peut se plaindre de l'égoïsme de son mari, c'est une chose. Et c'est vrai que c'est complexe. Alors, l'égoïsme a permis au mari de créer un climat dans lequel, attention, on a des ressources, on a de l'énergie. Première des choses, on essaie de le concentrer sur nos premiers devoirs, nos enfants, notre couple. Les personnes qui ont tendance à toujours donner à tout le monde, des fois le font au péril de leur propre couple et de leurs propres enfants. Des gens qui sont une nature naturelle à donner, mais ils se donnent à tout le monde sauf... Alors finalement, l'égoïsme du mari t'a peut-être permis de pouvoir recentrer ta cible. Pas qu'il change, mais que lui. Vice-versa, vice-versa. Un mari, alors je donne des grands clichés, maintenant il y a toutes les gammes possibles. Un mari peut se dire, mais pourquoi elle tchatche tellement sans arrêt? On me prend la tête. Tiens, ça parle. Truc et tout. Tu vois, moi j'ai besoin d'être tranquille un petit peu maintenant, sans parler, sans s'exprimer. Ok, d'accord. Maintenant, elle parle. Elle a une faculté d'expression parce que justement elle vit les choses de façon beaucoup plus intense que toi, donc elle a une sorte de débit beaucoup plus grand que le tien. C'est une nature que tu ne pourras jamais changer. Maintenant, n'empêche que avec ces questions qu'elle te pose non-stop, tu as petit à petit appris à t'extérioriser. Tu es sorti de ta tour d'ivoire et petit à petit tu commences à t'extérioriser, à t'exprimer. Et plus tu t'exprimes, plus tu arrives à te découvrir toi-même. Dans la vie, c'est fondamental de pouvoir s'exprimer. Tu vas pouvoir t'extérioriser, tu vas pouvoir donner quelque chose à tes enfants. C'est-à-dire que finalement, elle est en train de préparer le terrain pour communiquer avec tes enfants, pour pas beaucoup plus que ça. Pour que tu puisses aussi communiquer dans la vie, être beaucoup plus quelqu'un qui a un lien beaucoup plus fort avec les individus. Donc finalement, le défaut de l'autre peut être transformé pour moi comme une sorte de prise de conscience de ce que je pourrais améliorer chez moi. Et ceci dans tous les domaines. J'en ai marre de ce manque de ponctualité. Je ne dis pas de quel côté ça vient, féminin ou masculin. Choisissez. Ouais, ok. Ce sont des choses qui, des fois, mettent énormément de temps à bouger. Ok, je vais travailler ma patience. Le travail de la patience, c'est un travail mais extraordinaire. Ça va t'éviter dans la vie de te bousiller la vie parce qu'il y a une personne qui t'a fait une queue de poisson. Et c'est pas grave, zen. Le zen, c'est une denrée qui te donne un bien-être incroyable.
passe tellement notre temps à s'énerver sur des bêtises, sur des coups de poing, oui, mais t'as rien gagné, il y a des fous partout, oui. Eh bien, le travail que tu auras à attendre de la personne qui est toujours pas suffisamment ponctuelle va te permettre petit à petit de grandir par rapport à ça. Donc je répète qu'il y a une sorte de regard dynamique par rapport au regard de l'autre, non pas par rapport aux défauts de l'autre. Non pas de dire, voilà, j'ai un bilan comptable, défaut, qualité, au bout d'un moment, les défauts commencent à me prendre la tête. Ouais. Mais j'essaie de voir le défaut comme étant un tremplin pour pouvoir avancer par rapport à ça. C'est le dernier point du point 2. Gestion de l'impasse. Je donne 4 points essentiels à attraper. Le premier, parce qu'il peut arriver dans la vie qu'on ait des pulsions, des envies d'en finir dans cette relation en disant, voilà, j'ai fait le tour de la question, c'est pas possible. Alors faites attention, il y a très souvent, c'est un effet de mode. Il faut avoir l'honnêteté de se dire 2 secondes. Imaginons, et vous savez de quel mode je parle, imaginons que j'étais dans une île déserte. Il ne restait plus que lui ou plus que elle. Est-ce que, pour de bon, je divorce? Ou bien, fondamentalement, je suis alimenté par le fantasme des autres couples que j'ai rencontrés, qu'on a reçus à la maison, qui fait que je m'imagine toujours que c'est toujours mieux chez l'autre, l'herbe du voisin est toujours mieux que la mienne. Réfléchis bien si tu n'es pas mu par une sorte de force centrifuge qui t'amène à sortir parce que tu t'imagines qu'ailleurs ce serait mieux, mais fondamentalement tu es simplement en train de poursuivre une chimère. Première des choses, première pensée. Si tu te mets maintenant dans une position de Robinson Crusoe et Robinson Crusoe, est-ce que tu aurais la même réaction? Première chose. Deuxième chose, extrêmement important lorsqu'on construit un couple, et même si on l'a déjà construit, continuer, être dans une étanchéité, tu veux savoir ce qu'est l'étanchéité, par rapport aux parents et beaux-parents. On peut clasher dans la vie, même si les parents sont mus par une volonté d'aider l'enfant et d'aimer l'enfant parce qu'ils aiment l'enfant, c'est une évidence, ils ont donné. C'est extrêmement dangereux de laisser pénétrer quiconque, il n'y a pas que simplement les parents, ça peut être les frères, les... Ouais. On gère ces clashs tout seul. Tout seul. Et on les gère, attention. On les gère non pas, troisième point, beaucoup de tentations, et c'est typiquement masculin ça, lorsqu'on s'est clashé, alors de rentrer dans une sorte de mutisme. Ouais. On se fait la tête. Chacun dort d'un côté plus large possible du lit. En s'imaginant, donc les fantasmes numériques, c'est la chose suivante, ouais, je fais la tête, je ne réponds même pas, je l'ignore. Et de façon à ce que demain, elles reviennent comme, comment dire, toutes penaud en demandant pardon. Alors j'ai bien une chose, c'est que lorsqu'on fait passer une nuit dans un clash, on ne fait que empirer les choses. Ça n'existe pas le fantasme du retour. On ne fait que empirer les choses, et donc la personne qui espère que l'autre reviendra, c'est lui qui va devoir revenir, d'autant plus à quatre pattes que le temps a passé. Je vous le dis par expérience. Oui. Donc, je dis que le mutisme est intéressant dans le génie du Lachon HaKodesh, de la langue de la création. Le mutisme, se taire, c'est ilem. Ilem, c'est ce qu'on appelle un muet. En fait, le mutisme, c'est être muet, ilem. Et les génies du Lachon HaKodesh disent que ilem, c'est la même racine que alimut, la violence. Dans le mutisme se cache une violence absolument gigantesque. Il faut beaucoup mieux exprimer sans s'insulter, évidemment, parler. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut ramorcer la pompe, ramorcer le dialogue. Quand tu ramasses le dialogue, tu vas tôt ou tard trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Ne jamais prendre cette bifurcation qui s'appelle le mutisme, qui est finalement non pas un raccourci, mais quelque chose qui va profondément, alourdir les choses. Je vous dis la chose suivante, je dis les clashs ça existe et c'est extrêmement constructif. Lorsque, là c'est le génie de la langue française, lorsqu'on s'est clashé, alors il y a ce qu'on appelle la phase ensuite dans laquelle on se renoue. Et c'est génial ce mot renouer. Renouer, c'est quoi renouer? C'est finalement on était A et B, on était à une certaine distance, oui. On a clashé, on s'est brisé en deux. Puis après on va prendre les bouts, on va recoller les morceaux. Donc tu prends l'extrémité, tu fais un nœud. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après le clash, le A et B sont un peu plus proches l'un de l'autre. Le clash renferme en lui une possibilité extraordinaire de pouvoir grandir. Et donc je dis qu'il existe donc des clashs, et c'est comme ça la vie, parce qu'en fait on est tellement différents l'un de l'autre que forcément il y aura des clashs. Maintenant on ne l'espère pas, parce que c'est dur un clash, mais lorsque ça arrive, ce n'est pas une fatalité. Ouais, il faut sortir de ces rêves hollywoodiens qui s'arrêtent encore une fois à cette rencontre sur la plage magnifique, extrêmement excitante, oui, mais qui ne dit rien sur un couple. Qui ne parle que de deux icônes, un point, c'est tout. Ouais, donc la vie,
Et ce qui est génial, c'est qu'on construit, et chaque clash amène donc dans sa mouvance une possibilité de réamorcer un nouveau dialogue, une nouvelle façon de parler, une nouvelle, pas une façon de parler, mais un nouveau lexique pour le couple. On passe notre vie à s'entendre au niveau de la bonne sémantique, au niveau du bon lexique. Dernière chose, et ça c'est, jusqu'à présent, donc j'ai amené des références de la Torah, mais là il y a une dimension qui s'appelle une dimension très spirituelle dont je vous parle là maintenant. C'est le principe du bitachon, on finira là-dessus. Le bitachon, c'est la confiance en Hachem. Je m'explique. Dans la période qui viennent, vous savez qu'Abraham avait une femme qui était somptueuse. Alors ça peut être un avantage, mais ça peut être un inconvénient lorsqu'on est dans une contrée dans laquelle les gens sont des barbares. Alors, il est passé donc dans un endroit où il y avait des barbares, alors il a eu très peur qu'on le tue, en sachant que c'est le mari, pour ravir sa femme. Et donc, ce qu'il dit à son épouse, il dit, je t'en prie ma chérie, fais-toi passer pour ma sœur. De toute façon, qu'il ne me tue pas. Il a fait ça plusieurs fois, il va faire la même chose, pour éviter donc d'être tué. Alors, le Maharal va, donc le texte est le suivant, Imrina achoti at, donc il dit à son épouse, je t'en prie, t'es tellement belle, fais-toi passer pour ma sœur, achoti at, tu es ma sœur, Yaman itav liba avourer, de façon à ce que j'aurai grâce à toi la vie sauve, vechaita nafshi bigaleh. Alors, le Maharal va dépasser la stratégie au niveau vital de Abraham, et dire que lorsqu'Abraham dit « fais-toi passer pour ma sœur », c'est une ambition dans un couple que le mari trouve en son épouse une sœur. Qu'est-ce qu'on appelle une sœur? En tout cas, qu'il y ait entre le mari et la femme des rapports fraternels. Le mari dit que les achot en hébreu c'est la sœur, mais c'est aussi le fait de broder. Achot en hébreu c'est broder. C'est quoi le brodage? La broderie, excusez-moi. Barbarisme terrible. Couper, ouais. C'est quoi la broderie? La broderie, c'est prendre un fil de trame et un fil de chaîne. C'est clair, un fil de chaîne. Je vais essayer de faire oublier le barbarisme. Alors, tu prends un fil de trame et un fil de chaîne et tu vas les nouer l'un avec l'autre. L'ambition dans un couple, c'est prendre conscience qu'on fait partie du même fil. Pour faire de la bonne broderie, il faut prendre le même fil. Dire que finalement, on a plein de différences, mais je réalise à quel point on est fait totalement l'un pour l'autre. C'est-à-dire, sachez que pratiquement 100% des khatanim et des calottes qui passent sous la roupa se posent cette question existentielle, mais est-ce que je ne fais pas la plus grande bêtise de ma vie? C'est pratiquement 100%. C'est une question qui est normale. C'est-à-dire, j'ai suffisamment d'éléments pour dire oui, mais j'ai suffisamment d'angoisse pour dire peut-être que je fais une grosse bêtise. Angoisse, ça veut dire angoisse qui est due au moment, qui dit à beaucoup de choses, une tension du moment. C'est un classique. Enfin, classique, oui. Maintenant, il y a ce qu'on appelle par rapport à cette angoisse, une notion de bitachon. Je l'ai vu, il m'a vu, ouais, elle m'a vu, je l'ai vu, il ou elle, pardon, je me suis remis les pinceaux, peu importe. Donc, il se trouve qu'on a décidé d'être sous la roupa, c'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une providence divine qui fait que je l'ai rencontré, c'est pas anodin que je l'ai rencontré, j'étais pas dans un système de mariage forcé. Et donc, à partir de là, je fais confiance à Hachem qui m'a mis exactement la personne en face de moi avec laquelle je vais pouvoir faire quelque chose de grandiose. Ça, c'est une pensée qu'il faut avoir. Je fais le maximum pour vérifier qu'il y a la personne qui est en face de moi, mais on ne pourra jamais connaître l'individu. C'est l'œuvre de Descartes pour connaître un individu. Donc, je suis en face de lui, c'est pas anodin, je vais avancer avec lui. Rambam dit qu'à l'époque, avant que la Torah initie le concept de Kiddushin, passage de la Choupa, alors dit le Rambam, un individu, comment se marier? Eh ben, tu rencontres dans la rue une femme, et tu te maries avec elle. Et il demande les contraires, mais ça veut dire quoi cette façon de parler? Tu rencontres dans le marché, tu vas à la foire de Paris, tu la rencontres, et... Non, la foire au sens au cinéma, peu importe, toi, un endroit public, on se marie, allez. On est mariés, oui. Il dit que finalement, ça veut dire qu'on était dans un monde de hasard. J'ai rencontré, je me marie. Les Kiddushin vont mettre une nouvelle tonalité dans le couple, c'est-à-dire notre rencontre n'est pas simplement le fruit d'un hasard, mais le fruit, en tout cas je peux transformer cette rencontre comme étant le début d'une destinée qui a été voulue par Dieu. Ça change totalement la donne. On a un enjeu, on a une mission, on a une histoire à écrire ensemble, et c'est une histoire qui a été, dont le scénario a été écrit par Akadosh Baruch Hu, on est l'acteur principal, l'actrice principale. C'est ça, cette pensée. Ça veut dire que, ok, il y a des difficultés, ouais, il y a des défauts qui peuvent me gêner, mais c'est pas anodin qu'on est ensemble, et donc cette pensée peut te doper, pas simplement te doper, mais te permettre de comprendre, il y a un travail à faire ici. Je ne vais pas pour le premier clash ou pour la première déception commencer à me dire, ouais, je contacte le premier avocat,
Ouais, et comment je fais pour pouvoir... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Réalise que l'intelligence dans la vie n'est pas de contourner les obstacles, mais d'être capable de s'affronter aux obstacles et d'avancer par rapport à ça. Je m'arrête là, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Ouais.